Donc ce soir, je vais vous présenter, comme je l'ai dit, un jeu multijoueur en réseau en Ruby, comment on peut faire ça. Et en l'occurrence, on va voir comment on peut recoder le jeu Bomberman. Déjà, pourquoi faire ça? Euh, Moi, au quotidien, je fais du dev web, et donc ça fait très longtemps que j'avais pas touché à du réseau bas niveau. Et je voulais me replonger un peu dedans, rafraîchir ma mémoire. Et je trouve que quand on veut approfondir un sujet, pour moi en tout cas, la pratique est beaucoup plus efficace que juste la théorie. Il faut de la théorie, mais mettre en pratique, ça permet de plus creuser les sujets. Et du coup, je me suis dit que j'allais refaire un Bomberman. On va voir un peu les différents éléments après, mais parce que c'est un jeu, je trouve, qui s'y prête bien, parce que pour faire un jeu en réseau, c'est relativement simple par rapport à d'autres jeux qu'on aurait pu faire, notamment parce que c'est de la 2D, parce que la caméra est fixe et partagée entre les joueurs, et parce que le multijoueur, on peut d'abord le faire en local avant de passer à la partie réseau. Donc ça permet d'y aller par étapes. Donc un jeu multijoueur en local, qu'est-ce que c'est? En fait, on a un programme qui tourne sur une machine, et on va juste avoir plusieurs joueurs qui, via la manette ou le clavier, jouent sur cette même instance. Au niveau de l'écran, on a deux choses, deux techniques principales qu'on peut utiliser. Soit on utilise un partage d'écran. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fonction du nombre de joueurs, on va devoir partager l'écran différemment. Et surtout, ça veut dire qu'on doit recalculer la vue plusieurs fois pour chaque joueur. Donc ça rajoute un peu de complexité. Une autre solution, c'est d'avoir un écran partagé entre tous les joueurs, soit en zoomant et en dézoomant pour avoir tous les joueurs en même temps, soit de façon encore plus simple en ayant un écran fixe qui ne va pas bouger, et c'est le cas de Bomberman. À partir de là, on va juste devoir gérer plusieurs inputs, comme je l'ai dit, soit avec des manettes ou avec plusieurs personnes potentiellement sur le même clavier. Donc, pour faire très simple, le schéma d'un jeu solo, ça peut ressembler à peu près à ça, c'est-à-dire qu'au début, on va initialiser notre joueur et on va lui assigner un input. Donc l'input, globalement, il va avoir une méthode pour dire je veux aller à droite, et il va mapper chaque action à un bouton. Là, par exemple, si on appuie sur la flèche droite du clavier, ça dit que je veux aller à droite. Je regarde juste de temps en temps si la pizza arrive, mais elle est encore loin. Et du coup, quand je suis dans ma boucle de jeu, en fait, je vois que quand l'input me dit qu'il veut aller à droite, là, je fais quelque chose. Voilà, globalement, c'est pas plus compliqué que ça. Pour passer à un jeu multijoueur en local, moi j'ai décidé d'utiliser un fichier de config. Donc en fait, je vais avoir un niveau par joueur, et je vais associer les différentes actions aux différentes touches. Donc par exemple, là on voit que le joueur 0 pour aller à droite, il utilise la touche droite du clavier, et le joueur 1 pour aller à droite, il utilise la touche droite de la première manette. Donc maintenant qu'on a ça, le code il va être un peu différent, mais pas tellement. C'est-à-dire qu'au début, je crée tous mes inputs à partir de mon fichier de config, et là on va voir que chaque input, en fait, il va avoir des variables pour les différents boutons. Et donc, c'est ce qui fait que chaque input va réagir à des boutons différents. À partir de là, je crée des joueurs, j'en crée un par input, et j'associe chaque input à chaque joueur. Et quand je suis dans ma boucle de jeu, je passe sur chaque joueur et je fais quelque chose si son input lui dit d'aller à droite. Donc pour le joueur 1, comme on l'a vu, ça sera la touche droite du clavier. Pour le joueur 2, ça sera la manette. Et donc on voit que techniquement parlant, un jeu multijoueur en local, c'est pas si différent d'un jeu solo. Le fait d'abstraire le lien entre les actions et les boutons, ça va nous permettre plus tard, quand on passera sur un jeu en réseau, de pas du tout changer le code de notre jeu, parce que dans le code de notre jeu, on regardera toujours si l'input nous dit d'aller à droite, sauf qu'en fait, les informations, elles viendront pas d'une touche ou du clavier, elles viendront du réseau.
Et donc toute la logique de notre jeu va rester la même. Un jeu multijoueur en réseau, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, on va avoir plusieurs instances de notre programme qui tournent sur des machines différentes en même temps. Et ces machines, elles vont chacune héberger un ou plusieurs joueurs, et elles vont communiquer via le réseau, soit via le réseau local, soit par Internet. La première chose qu'on va devoir décider, c'est sur quelle architecture réseau on va devoir partir. Globalement, il y en a trois principales que je vais décrire succinctement. La première, pour ceux qui font du web, ça va être assez familier, c'est avec un serveur dédié. Donc en fait, on a un serveur au milieu qui est notre source de vérité, sur laquelle globalement on va faire tous les calculs pour recalculer l'état du jeu. Et tous mes clients vont être connectés à ce serveur. Il n'y a pas de lien entre les différents clients. Et donc c'est le serveur qui va envoyer les informations. Les avantages et les inconvénients, globalement, ça permet d'empêcher la triche de façon plus simple, vu qu'on a une seule source de vérité et qu'on la contrôle, c'est le serveur. Et c'est plus juste par rapport à la latence, parce que tous nos clients doivent être connectés à ce serveur. Les inconvénients, déjà, c'est qu'il faut gérer un serveur, donc il faut le mettre en place, ça coûte de l'argent. Après, on a aussi deux exécutables, on a le client et le serveur. Donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Et en plus de ça, ça fait qu'on va devoir dupliquer notre logique. La logique du jeu, elle doit être à la fois sur le serveur et sur le client, si jamais on veut permettre le jeu en local. Après, c'est aussi un single point of failure. Donc si votre serveur il tombe, ben, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le dernier point, c'est que tous les utilisateurs, ils doivent être géographiquement assez proches de votre serveur, parce que si vous avez tous vos utilisateurs en Europe, mais votre serveur aux États-Unis, vous allez avoir plein de latence, alors que ça sert à rien, parce que finalement, vos utilisateurs, ils sont assez proches. Un deuxième mode de fonctionnement, c'est le mode client-host. Dans ce cas-là, en fait, on a un client sur lequel les gens vont jouer qui endosse le rôle de serveur. Et n'importe quel client peut endosser ce rôle-là. Et donc, tous les autres clients vont être connectés à ce host. Les avantages, c'est que c'est plus simple à mettre en place parce qu'on n'a pas besoin de gérer un serveur, vu que c'est un client qui, à chaque fois qu'on lance une partie, qui va prendre ce rôle-là. C'est gratuit, vu qu'on n'a pas à payer pour un serveur. Il n'y a plus qu'un seul exécutable, et donc on partage le code entre la partie host et la partie client. Et au niveau de la charge, ça permet d'avoir plein de parties en même temps, parce que vous ayez 10 000 parties en même temps ou une seule, vu qu'à chaque fois c'est un host qui va prendre la charge de sa partie, ben, c'est pas votre problème et ça permet d'avoir beaucoup de parties en même temps. Et le dernier point, c'est qu'on peut jouer sur le réseau local. Les inconvénients, c'est que ça devient un peu plus compliqué de connecter et technique de connecter les joueurs ensemble, parce que les joueurs ils vont devoir connaître l'IP de l'host pour pouvoir se connecter à lui. On peut rendre les choses plus simples en utilisant un serveur intermédiaire de matchmaking dont le rôle va juste être de connecter les joueurs entre eux, mais si on fait ça, on retombe sur la problématique parce qu'on doit gérer un serveur. Un autre problème, c'est que ben, ça va révéler les IP, vu que votre host il va connaître les IP de tous les clients qui sont connectés à lui, et les clients connaissent les IP du host. Ça permet aussi à la personne qui héberge la partie de tricher plus facilement parce qu'il a toutes les données en local. Et à côté de ça, il y a à la fois un avantage et un inconvénient pour la personne qui héberge la partie. L'inconvénient, c'est que tous les calculs vont être faits sur sa machine, donc ça demande plus de puissance. Et l'avantage qui est injuste, c'est que lui, quand il fait des actions, ça passe pas par le réseau, donc il va avoir un avantage par rapport aux autres joueurs. Et après, on retombe sur le même point que tout à l'heure, c'est-à-dire que tous vos clients, ils doivent être proches ensemble, mais au moins, ça, si vous avez ça, c'est gagné, il n'y a pas cette histoire d'un serveur qui est complètement à part. Et le dernier point qu'on peut avoir, c'est du peer-to-peer, où là, il n'y a pas d'autorité centrale, et en fait, vous avez tous vos clients qui sont connectés entre eux. Je vais pas m'étendre là-dessus, parce que ça a l'air vachement plus compliqué. Et du coup, c'est pas quelque chose que j'ai creusé. Mais voilà, c'est une possibilité, je voulais juste le mentionner. Moi, on verra
plus tard, mais je suis parti sur un modèle client-host. Une fois qu'on a décidé de ça, il faut qu'on décide quel protocole on va utiliser, c'est-à-dire comment on va envoyer nos informations, comment les différents programmes vont communiquer entre eux. On a deux choix principaux, TCP et UDP, et on va voir rapidement les différences. Donc TCP, donc les sockets TCP, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va établir la connexion entre l'émetteur et le destinataire. Et tant qu'on va échanger des informations, cette connexion va rester ouverte. C'est un peu comme si on passait un coup de téléphone. Au début, on appelle, ça sonne, on a la connexion, et tant qu'on fait notre appel, on a la connexion qui est présente entre les deux. Quand on envoie des paquets avec TCP, un avantage, c'est que on est, alors sauf si le réseau ne marche plus du tout, mais s'il y a des aléas temporaires dans le réseau, ce qui arrive en temps normal, quand on envoie un paquet, on est sûr qu'il va être bien reçu par le destinataire, parce qu'il y a des mécanismes de confirmation de la réception, d'accusé de réception et de retransmission des paquets qui n'ont pas été bien reçus. Et quand on envoie plusieurs paquets les uns après les autres, on est sûr qu'ils vont être reçus dans l'ordre. Mais tout ça, ça a un coût. Donc on va regarder un petit exemple là. J'ai mon émetteur qui envoie 3 paquets, les paquets 1, 2 et 3. Et du côté du destinataire, je reçois les paquets 2 et 3, mais le paquet 1, il s'est perdu. Quand en Ruby ou dans n'importe quel autre langage, je vais essayer de lire ce que j'ai reçu, ben, je vais avoir aucune donnée. Et en fait, au niveau de votre système d'exploitation, c'est dans la stack TCP, vous n'avez pas besoin de le gérer. Ce qui va se passer, c'est que mon destinataire, il va envoyer des informations à l'émetteur en disant « j'ai reçu le paquet 2 et j'ai reçu le paquet 3 ». Du coup, l'émetteur, il va voir que le paquet 1 n'est jamais arrivé, et du coup, il va le retransmettre. Et quand, du côté du destinataire, je vais essayer de lire une nouvelle fois, cette fois, je vais pouvoir lire tous les paquets, parce que j'ai plus le 1 qui me bloquait sur le fait de recevoir le reste. L'avantage, c'est que, encore une fois, je suis sûr de tout recevoir et tout recevoir dans l'ordre. Le problème, c'est que ça va introduire de la latence, parce que, admettons que la communication entre l'émetteur et le destinateur, elle mette 50 millisecondes. Là, au bout de 50 millisecondes, j'aurais pu potentiellement lire les paquets 2 et 3, mais je ne vais pas les lire. Et je vais devoir faire un aller-retour de plus, donc 100 millisecondes de plus, pour commencer à lire les paquets. Donc je vais tout lire au bout de 150 millisecondes. En UDP, il y a des principes différents. On ne va pas devoir établir la connexion au début, on envoie juste des données. Mais quand on envoie quelque chose, c'est fire and forget, c'est-à-dire qu'on envoie notre paquet, on n'est pas sûr qu'il va être reçu, et on n'a pas de moyen de savoir par défaut si ça a été reçu ou pas. Et quand on envoie plusieurs paquets, du coup, on ne sait pas s'ils vont être lus dans l'ordre. Donc, dans notre exemple là, j'envoie le paquet 1, le paquet 2, il se perd dans la nature, et j'envoie le paquet 3. Ben, si ça se trouve, du côté du destinataire, je vais d'abord lire le paquet 3, et ensuite le paquet 1, et le paquet 2, il va jamais arriver. Donc potentiellement, c'est plus rapide, et il y a moins de surcharge, parce que la taille des paquets est plus petite en UDP. La taille de message équivalent, le header est plus petit, donc la taille du paquet final est plus petite. Par contre, quand on envoie de la donnée, on n'est pas sûr qu'elle va être reçue. Donc généralement, dans quel cas on va employer l'un et l'autre? Ben, par exemple, si vous voulez envoyer un fichier, vous avez envie que le fichier il soit reçu complètement. Donc dans ces cas-là, on aura plus tendance à utiliser TCP. Mais si vous faites du streaming, que ça soit de la vidéo ou de l'audio, vous avez 60 frames par seconde. S'il y a une frame qui n'arrive pas, j'ai pas envie de tout bloquer pour attendre cette frame avant d'avoir la frame prochaine. J'ai la frame prochaine, et puis celle que j'ai perdue avant, ben, en fait, on s'en rend même pas compte. Et en fait, du coup, dans un jeu vidéo, en général, c'est plus ce cas-là. On a envie que les choses elles soient reçues rapidement, et potentiellement, si elles sont pas parfaitement dans l'ordre ou qu'on rate certaines informations, c'est pas trop grave. Donc moi, je suis parti sur de l'UDP. La vraie réponse,
c'est qu'il n'y a rien qui vous empêche dans un programme d'envoyer certaines données via TCP, certaines données via UDP. Si j'étais pas feignant, c'est ce que j'aurais fait. Parce que j'ai par exemple, quand j'ai une partie qui commence, j'envoie un message particulier, et si je le reçois pas, ben en fait la partie elle va pas commencer pour les autres joueurs. Donc ça, en théorie, j'aurais dû plutôt l'envoyer sur TCP, et toutes les données de jeu qui sont redondantes et qui changent souvent, j'aurais dû les envoyer en UDP. Bon, on va pas rentrer dans les super détails, mais en Ruby, si vous voulez envoyer des données via UDP, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'au début, je crée ma socket. Ça veut dire en IPv6 que j'écoute sur tous les réseaux disponibles. Et ça, c'est le port sur lequel je vais écouter. Et là, en gros, je fais une boucle où j'essaie de lire ce que j'ai reçu dans ma socket. Comme c'est non bloquant, ça va émettre une exception si jamais il n'y a plus rien à lire. Donc là, je la rescue pour pouvoir sortir de ma boucle tranquillement. Et si jamais je reçois quelque chose, ben en fait, je vais avoir le message que j'ai reçu, et ensuite l'IP et le port de l'émetteur. Et donc ça me permet de renvoyer à mon tour un message en utilisant l'IP et le port du destinateur pour renvoyer mon message. Et côté émetteur, pareil, je crée ma socket. Connect, c'est un peu trompeur parce que, comme je l'ai dit, on se connecte pas à une socket, il n'y a pas d'état, mais c'est juste comme ça, quand on envoie des messages, on n'a pas à chaque fois à renvoyer l'IP et le port. Et après, ben, j'envoie juste la donnée que je veux. Et là, j'ai fait de façon un peu différente. Comme ça, il n'y a pas receive from, il n'y a pas le non-block. Ben, en fait, mon programme, il va bloquer à cette étape-là tant que je ne reçois pas de la donnée. Donc voilà, là, c'est tout ce dont vous avez besoin en Ruby pour échanger de la donnée entre deux programmes via le réseau. Donc on a vu comment on peut envoyer de la donnée. Maintenant, il faut qu'on définisse notre protocole applicatif, c'est-à-dire que les deux bouts du programme, ils définissent un langage commun pour envoyer et traiter l'information. Donc moi, la façon dont j'ai fait les choses, c'est résumé sur ce petit schéma. J'ai mon client, enfin mes clients, qui vont envoyer les inputs. Donc c'est vraiment juste, j'appuie sur le bouton pour aller à droite et j'appuie sur le bouton pour poser une bombe. C'est juste ce qu'ils vont envoyer. Et ensuite, mon host, il va tout calculer avec les différents clients et les informations qu'il a reçues. Et il va recalculer l'état du jeu, parce que l'état du jeu change à chaque intervalle de temps. Et ensuite, il va envoyer le nouvel état du jeu à mon client. Mes clients, ils vont mettre à jour leur affichage. Et on fait ça 60 fois par seconde. Si jamais, donc à chaque fois qu'on envoie, enfin, c'est 60 fois par seconde, on appelle ça des ticks, comme une trotteuse sur une montre qui fait tic-toc. Et si jamais entre deux ticks, entre 2 soixantièmes de seconde, j'ai pas reçu l'information, c'est-à-dire par exemple je reçois une information pour l'état de l'input du client 1, et 1 soixantième de seconde plus tard, j'ai pas reçu de nouveau l'information, ben, ce que je fais, c'est que je garde l'état que j'avais 1 soixantième de seconde plus tard. Et je fais pareil du côté du client pour gérer l'affichage. Et ça arrive fréquemment parce que tout n'est pas synchronisé de façon parfaite. Et le dernier point, c'est que les données que j'envoie, autant d'un côté que de l'autre, c'est agnostique par rapport au langage. C'est-à-dire que j'envoie pas du Ruby, j'envoie juste de la donnée. Et donc, potentiellement, je pourrais très bien avoir un host qui est dans un langage et un client qui est dans un autre langage, tant qu'ils se mettent d'accord sur quelles données je vais envoyer et comment je la traite. Donc là, ça va commencer à devenir un peu plus velu, mais on va essayer d'y arriver ensemble. Donc en Ruby, 0b, c'est juste pour dire que le nombre d'après, c'est une représentation binaire. Donc là, à chaque fois, j'ai un byte qui est composé de 8 bits. Et le underscore en Ruby, sur un nombre, ça sert à rien, c'est juste visuel pour séparer les choses, mais ça n'a pas de but précis. Donc je le fais juste parce que moi, je veux qu'on se focalise sur les 2 derniers bits de ce byte. Donc, quand j'envoie les inputs, je les envoie, comme je l'ai dit, du client vers le host et 60 fois par seconde.
Et je vais avoir une correspondance entre chaque bit et un bouton. Et donc, je vais mettre le bit à 1 si ce bouton il est enfoncé à l'instant T, et à 0 s'il n'est pas enfoncé. Et comme dans un byte, il y a 8 bits, je peux faire envoyer des infos pour 8 boutons en simultané. Donc là, mon bit pour dire que je veux aller en haut, c'est l'avant-dernier. Pour dire que je veux aller en bas, c'est le dernier. Donc si j'envoie 1 et 1, ça veut dire que les deux sont enfoncés. Si j'envoie 10, c'est que celui pour aller en haut. Si j'envoie 1, que celui pour aller en bas. Et 0, 0, je dis que aucun bouton n'était enfoncé. Alors ça, c'est bien gentil, mais on va pas faire toutes les combinaisons différentes pour récupérer l'information. Et donc, pour faire ça, on utilise des opérations sur les bits. Du coup, OR, c'est égal à 1 si au moins un des deux bits est égal à 1. Donc le seul cas où ça sera égal à 0, c'est si les deux sont égales à 0. Et l'opération XOR, c'est égal à 1 si les deux sont différents, et sinon c'est égal à 0. Donc 0, 0 c'est égal à 0, 1, 1 c'est égal à 0 parce que les deux sont identiques, mais quand c'est 1 et 0 ou 0 et 1, le résultat sera 1. Donc on revient sur les bits qui nous intéressent pour aller en haut et aller en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des masques qui vont nous servir pour extraire l'information. Donc je pars sur un masque où tout est à 1, et en faisant ce masque XOR le bit pour aller en haut, ben en fait, je me retrouve avec tout à 1, sauf le bit pour aller en haut. Et donc je me retrouve avec un masque pour aller en haut et un masque pour aller en bas. À partir de là, au niveau du host, quand je reçois un byte, donc quand on a un ou plusieurs bytes qui servent pour transmettre des valeurs comme ça, on a tendance à appeler ça un bit field. Et en fait, j'ai plus qu'à utiliser OR avec mon masque. Et si je retombe sur le masque complet, ben, ça veut dire que je voulais aller en haut. Et donc en fait, j'ai une autre classe d'input qui récupère les informations qui viennent du réseau. Et là, on le voit parce que, par exemple, si j'ai cette valeur-là, je peux faire un OR avec le masque pour aller en haut. Et comme c'était déjà 1 dans mon bit field, à la fin, j'arrive avec des 1 partout, et donc je sais que je voulais aller en haut. Dans ce cas-là, c'était à 0, je fais mon OR, ça n'a pas été mis à 1, donc je sais que je ne voulais pas aller en haut. Et du côté du client, comment je fais pour changer les informations de mon clavier en bit field? Ben en fait, je pars d'un byte qui est avec tout à 0, et à chaque fois, je rajoute les bits un par un si jamais le bouton est enfoncé. Donc là, par exemple, je pars avec cette valeur à 0, et je dis ou égal avec le bit pour aller en haut, et donc j'ai toutes les valeurs d'avant, mais en plus, j'ai un nouveau bit qui a été mis à 1. Ensuite, pour envoyer les infos depuis les hosts vers le client, là, comme on l'a dit tout à l'heure, on va envoyer l'état du jeu, et on l'envoie 60 fois par seconde. Ce qu'on va envoyer, c'est un tableau qui contient toutes les entités qui sont présentes dans mon jeu. Donc potentiellement les différents joueurs, les bombes, les blocs qui composent le jeu, etc. Et pour chaque entité, je vais envoyer les attributs, uniquement les attributs qui sont nécessaires pour que ces entités soient affichées à l'écran. Donc on va regarder un exemple. En gros, dans tous les objets, j'ai une méthode serialize qui contient les attributs nécessaires pour l'affichage. Et à la fin, ça me donne quelque chose comme ça, c'est-à-dire un tableau avec, par exemple, là on voit que j'ai mon bloc et sa position. Là, j'ai mon item pour aller plus vite et sa position. Et j'ai deux joueurs. Et on voit que pour le bloc et l'item, j'ai juste les coordonnées en X et Y parce que j'ai pas besoin de plus d'informations pour les afficher. Pour les joueurs, par exemple, j'ai besoin de leur ID pour savoir de quelle couleur ils vont être et la direction pour savoir s'ils pointent vers le bas, vers la gauche, etc. Et donc, avec toutes ces informations, je peux afficher l'état de mon jeu sur les différents clients. Pourquoi on envoie uniquement ce qui est nécessaire? Principalement pour deux raisons. Déjà, ça permet d'envoyer moins de données via le réseau, donc c'est plus efficace.
Et en plus, ça permet d'empêcher la triche. Parce que prenons l'exemple de mon bloc. Potentiellement, il peut contenir un bonus ou pas. Mais quelqu'un qui joue au jeu avec le client, il n'est pas censé le savoir, parce que visuellement, on n'a aucune information. Donc, je ne vais pas envoyer cette info-là. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait moins de données, mais en plus de ça, si le joueur il utilisait quelque chose pour sniffer le réseau, il pourrait avoir cette information, ou potentiellement, s'il jouait avec un client modifié, il pourrait avoir des informations que les autres joueurs n'ont pas. Et donc, ça permet de tricher. Donc, il faut envoyer uniquement ce qui a de l'importance. Et pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, un hack connu, c'est un wall hack. Donc, c'est en gros voir les joueurs à travers les murs. Et même dans Bomberman, en fait, c'est possible. Parce qu'il y a des endroits où on est censé être masqué. Et donc, encore une fois, si j'avais un client modifié, juste par exemple en rendant cette texture transparente, ben, si j'envoyais les informations quand le joueur était caché, ça me permettrait d'avoir un avantage sur les autres joueurs. Et le dernier point, globalement, ça va être la sérialisation et la compression. Parce qu'en fait, pour l'instant, quand j'ai dit qu'on envoyait des données, ça c'est de la donnée, mais il faut bien l'envoyer d'une certaine façon. Ça, c'est juste une représentation visuelle de mes objets Ruby, mais je ne peux pas juste l'envoyer comme ça via le réseau. Et donc, dans ce cas-là, en Ruby, il y a un module qui s'appelle Marshall, qui, d'après sa documentation, fait exactement ce qu'il nous faut, c'est-à-dire que ça convertit un tableau d'objets Ruby en bytes. Donc, quand on voit ça, on se dit c'est parfait, ça correspond à notre cas d'usage. Sauf qu'en fait, non. Parce que quand on regarde la documentation, je ne vous demande pas de le lire, hein, mais en fait, Marshall, ils nous disent explicitement que ça peut créer de l'exécution de code à distance, et que donc, c'est pas un format de sérialisation générale qu'il faut utiliser, et que quand on n'est pas sûr de la source de la donnée, ce qui est notre cas dans ce cas-là, il faut utiliser d'autres formats de sérialisation, comme JSON ou un autre format. Donc c'est un peu l'ascenseur émotionnel, mais au moins on a eu une piste avec le JSON, donc on peut commencer à regarder ça. Si vous faites du web, vous savez sûrement, vous connaissez sûrement déjà JSON. C'est un format, donc en Ruby, c'est très simple de l'utiliser. On prend notre donnée et on fait point to JSON. Et en fait, c'est juste une string qui ressemble à ça. Et l'avantage principal de JSON, c'est que c'est lisible par un humain, c'est-à-dire que quand on voit ça, on sait ce qu'il y a dedans. C'est hyper pratique quand on fait du web parce qu'on peut utiliser le debugger du navigateur et voir ce qui se passe. Potentiellement, on peut regarder les logs, etc. Mais moi, dans mon cas, en fait, je m'en fiche que ça soit lisible parce que les données, elles vont juste transiter par le réseau, mais je vais pas m'amuser à sniffer le réseau pour voir ce qui transite. Si je dois débugger, je débug dans mon programme. Du coup, dans ce cas-là, il y a d'autres formats de sérialisation qui sont plus pertinents, notamment MessagePack, qui fonctionne globalement pareil, c'est-à-dire qu'on fait un point to MessagePack, et après on peut prendre notre donnée et retomber sur l'objet d'origine en faisant unpack. Donc on voit qu'on est sur un truc qui n'est pas du tout lisible, mais ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus petit et qui prend moins de temps aussi à être sérialisé et désérialisé. Donc dans mon cas, c'est plus pertinent parce que le côté lisible par un humain, ça m'importe peu. Et il y a, alors JSON, c'est présent nativement dans Ruby. MessagePack, il faut installer une librairie, mais il y a des librairies dans vraiment plein de langages différents. Donc globalement, vous pouvez le retrouver un peu partout. Et après, il y a d'autres formats qui sont donc comme Protobuf ou Avro, qui permettent d'avoir de la donnée de façon encore plus petite, mais par contre, il faut un schéma de votre donnée. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez une définition Protobuf qui ressemble à ça. À partir de là, vous allez le compiler, enfin le transpiler pour avoir des classes Ruby, et vous utilisez ces classes Ruby pour sérialiser et désérialiser. Donc on arrive à quelque chose qui est, encore une fois, vachement plus petit. Mais du coup, ça veut dire que à chaque fois que vous devez faire une modification dans votre format de données
il faut rechanger votre définition, retranspiler vos objets, enfin bref, c'est moins pratique à, à l'utilisation. Et un truc auquel je m'attendais pas au départ, mais en fait, c'est vachement plus long que MessagePack et aussi que JSON. Du coup, moi, je suis pas parti sur ça, je suis parti sur MessagePack plutôt. Et une fois qu'on a ces données-là, donc on a de la donnée qu'on peut transmettre, une chose qui est très pratique à faire et qui permet de gagner beaucoup d'espace, en fait, bah, c'est de compresser la donnée. Alors là, c'est pas trop visible parce que oula, parce que les caractères sont pas les mêmes, mais en gros, ça, c'est légèrement plus petit que ce qu'il y avait avant. Ça marche beaucoup mieux quand on a beaucoup de données redondantes, et c'est mon cas pour des vrais cas d'utilisation. Donc voilà, avant d'envoyer la donnée sur les réseaux, vous la compressez, et quand vous la recevez, vous la décompressez avant de la désérialiser. Et voilà, globalement, c'est gratuit et ça permet de transférer beaucoup moins de données. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ça, mais globalement, quand vous avez des opinions sur quelque chose, vous pensez que quelque chose, enfin, vous voulez tester différentes options, vous pensez qu'une option va être plus rapide que l'autre ou quoi que ce soit, faites des benchmarks à chaque fois avec vos données, parce que comme ça, vous allez vraiment voir si vous avez raison ou pas, et parfois, nos intuitions ne sont pas bonnes. Et donc globalement, ben, on voit que MessagePack, c'est le plus rapide par rapport au reste. Et quand je rajoute la compression, ben, je suis globalement 5 fois plus léger que quand je ne fais pas de la compression. Donc voilà, moi je suis parti sur MessagePack et de la compression parce que c'était un bon trade-off dans les deux sens. Et on voit que Protobuf, ben, c'est à la ramasse parce que c'est 17 fois plus lent qu'au départ MessagePack. J'ai aussi après fait des benchmarks en désérialisant, parce que c'est pas parce que c'est plus rapide dans un sens que c'est plus rapide dans l'autre, mais dans ce cas-là, ça a marché aussi. Donc je suis parti sur ça. Et un dernier point, c'est que donc j'ai dit que j'envoyais un byte pour envoyer les différents boutons, l'état des différents boutons. Sauf que en Ruby, quand je fais ça, en vrai, c'est juste un nombre. Et on se retrouve avec la même problématique que quand j'utilisais la sérialisation, c'est-à-dire que ça veut rien dire d'envoyer un nombre sur le réseau. Il faut choisir comment on va encoder ce nombre-là. Et donc, en Ruby, il y a pack et unpack qui sert à ça. Si vous avez fait du C, vous allez comprendre les différents types. Donc, vous pouvez décider d'envoyer un char, un long, un int, un double, etc. Et comme moi, ben, j'envoie juste 8 bits, ben, j'envoie un unsigned char. Et quand j'envoie les données, en fait, j'envoie pas juste ce bit field avec les différents boutons, mais je dois aussi envoyer en premier juste une constante qui dit quel type de données j'envoie, parce que j'envoie des types de données différentes, et donc en fonction du type de données, je vais les gérer différemment quand je les décode. Et j'envoie aussi l'identifiant du joueur ou de la manette pour savoir qui m'envoie ces données-là. Et c'est pareil, quand j'envoie l'état du jeu, ben, j'ai d'abord une première instruction qui me dit que c'est l'état du jeu, et après ben, j'ai toutes les données qu'on a vues tout à l'heure. Si jamais vous voulez creuser plus, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous partagerai les slides pour ceux que ça intéresse. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire quand on fait un jeu en réseau. Vraiment, c'est infini, c'est fou tous les différents sujets qu'on peut toucher. Et donc voilà, des articles sur une portion de ce qu'on peut faire pour améliorer les performances. Ben, par exemple, encore une fois sans rentrer dans les détails, mais moi à chaque fois que j'envoie l'état du jeu, j'envoie, hop, regardez là, j'envoie tous les éléments. C'est-à-dire qu'à chaque tick, donc 60 fois par seconde, je dis que cette caisse elle est à cette position-là, celle-là à cette position-là, etc. Et je renvoie tout. Et en fait, c'est un peu bête, parce que là, on le voit, la plupart de mes objets, entre deux ticks, ils ne changent pas. C'est-à-dire que j'envoie de la donnée que j'ai déjà envoyée avant.
Et en fait, la delta compression, c'est une technique qui permet d'envoyer uniquement les données qui changent. Et donc, on considère que tout ce qui a été envoyé avant, c'est la même chose. Et ça permet d'envoyer beaucoup, beaucoup moins de données. Parce que dans ce cas-là, j'enverrai juste de nouveau les positions des joueurs, mais tout le reste, je le renverrai pas parce que entre deux ticks, ça n'a pas bougé. Donc ça permet de compresser énormément ce qu'on envoie. Et après, il y a plein d'autres techniques. Et maintenant, c'est le moment où ça va potentiellement pas marcher. Ouais. T'es prêt? Donc, c'est voilà. Donc là, je lance en local, hop, juste un premier joueur. En local, je vais fermer celui-là, pardon. Je vais lancer deux joueurs. Ok. En local, toujours, je vais, enfin, on voit pas bien là, mais en gros, je dis que je veux me connecter à un serveur. Donc là, c'est le host qui va héberger le jeu. Et je dis que je veux me connecter à lui et qu'il est présent sur localhost. Donc quand je le lance, j'ai un troisième joueur qui apparaît. Et Yann, tu peux te connecter. Et donc là, on voit qu'il y a un quatrième joueur qui vient d'apparaître, qui est sur la machine de Yann. Donc je mens pas, le réseau fonctionne bien. Et globalement, quand je lance une partie, quand je suis à gauche, on voit bien que ça fait bouger ce joueur-là. Quand je suis à droite, ça fait bouger ce joueur-là. Et normalement, non, ça marche pas, Thomas. Ouais, t'es peut-être trop loin. Et Yann, ouais, voilà. Et voilà. Enfin bon, bref, ça envoie les infos et puis on peut jouer. Ça, en gros, c'est voilà, quelque chose qu'on peut faire purement en Ruby. Et donc, on peut faire un jeu en réseau en Ruby. Et le dernier truc en bonus que je voulais ajouter, alors là, c'est vraiment juste pour flex. Je pense que c'est une très mauvaise idée de faire ça en vrai, mais l'idée m'a traversé la tête et du coup, je me suis demandé si c'était possible, donc j'ai testé. Moi, j'aime beaucoup Ruby. Je trouve que c'est vraiment très très cool comme langage et très plaisant à utiliser. Mais un des points négatifs principaux que je lui trouve, bon après c'est pas fait pour ça, mais c'est très mauvais pour packager et partager des applications. C'est-à-dire que si vous faites, je sais pas, du C, du Go, des langages compilés, vous allez compiler votre exécutable et tant que c'est sur la même archi, vous passez votre exécutable à quelqu'un et globalement, il va pouvoir le lancer de suite et si c'est le cas d'un jeu, jouer avec. Avec Ruby, c'est vachement dur de partager du code à des personnes qui ne sont pas des développeurs parce que faut installer la bonne version de Ruby, faut installer les bonnes librairies, les dépendances, etc. Enfin bref, c'est plus galère. Mais ce que je trouve trop bien pour partager du software maintenant, bah en fait, c'est le navigateur Internet. Parce qu'on peut faire des trucs assez incroyables maintenant dans un navigateur. Et pour partager votre soft, vous vous en fichez de l'architecture sur laquelle est la personne. Vous lui donnez juste une URL et ça va télécharger les assets, le code et il y a tout qui va fonctionner dans son navigateur. Du coup, je me suis demandé si je pouvais faire un client qui pouvait tourner dans le navigateur. Sauf que dans les navigateurs, on ne peut pas directement se connecter à une socket UDP. Pour plein de raisons, et notamment pour des raisons de sécurité, ça va sûrement jamais arriver directement. Mais par contre, il y a quelque chose qui s'appelle des WebSockets, qui permettent d'avoir des connexions bidirectionnelles en temps réel. Bon, ça casse un peu tout ce que j'ai dit, parce que les WebSockets, sous le capot, ça utilise TCP, mais comme dirait ma grand-mère, faute de grive, on mange des merles. Et du coup, j'ai fait un truc un peu à la Frankenstein, c'est-à-dire que j'ai mon host, qui envoie l'état du jeu en UDP à un proxy que j'ai fait en Ruby. Ce proxy, il va renvoyer l'état du jeu via des WebSockets à un serveur de WebSockets. Et mon navigateur, il se connecte à ce serveur pour télécharger les assets, le code, et il reçoit les données en WebSocket, il renvoie l'input pareil en WebSocket, ça va être
renvoyer à mon proxy qui va traduire ça en UDP et l'envoyer au host. Et du coup, ça permet de faire des trucs comme ça, si ça fonctionne. Donc, pareil, j'ai mon host que je lance en Ruby. En bas à droite, je vais lancer mon proxy UDP WebSocket. Ça me donne une URL. Donc là, on voit déjà que j'ai un deuxième joueur qui s'est connecté. C'est mon proxy. Ça me donne une URL hop, que je peux copier. Et après, on va faire un navigateur. Je la lance là. Et quand je lance ma partie, bah en fait, je peux bouger mon joueur depuis, bon ça rame un peu, mais je peux bouger mon joueur depuis que je suis en Ruby, et depuis le navigateur, bah, je peux aussi, hop, bouger, et ça atterrit là-dessus, et ça fonctionne. Voilà. C'est tout pour moi. Plein de ressources si jamais vous voulez creuser plus sur un peu tout ce dont on a parlé. Et si vous avez des questions, bah, je vous écoute. Sinon, on peut aller manger des pizzas. Ouais. Côté Ruby, tu veux dire? Ouais. C'est ce que j'avais mis au tout début. Il y a une librairie qui permet de faire de la 2D en Ruby qui s'appelle Gosu. Et moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment, elle abstrait toute la complexité. Et c'est assez plaisant à utiliser. Et derrière, en fait, ça utilise des bindings vers une librairie qui est en C, je crois, qui s'appelle la SDL, qui est très connue pour faire du jeu 2D. Et donc voilà, ça permet de manipuler ça en Ruby. Je l'avais fait à Paris aussi, et elle est filmée. Donc sur le YouTube de Paris RB, il y a moyen de la retrouver. C'était un lightning de 5-10 minutes. Je présente un peu ce qu'on peut faire avec Gosu et comment ça fonctionne. Ouais. Alors, au passage, ouais, un truc que j'ai oublié, c'est que il y a tout le code sur GitHub. Si jamais quelqu'un veut regarder à quoi ça ressemble. Un petit disclaimer, c'est que je me suis imposé des contraintes sur la taille des fonctions, sur comment découper mon code, etc. avec un linter, pour voir un peu à quoi allait ressembler mon code si je me forçais à faire ça. Bref. Combien de temps ça m'a pris Alors déjà, pour tout ce qui est animation et tout, ben, comme je suis parti d'un jeu qui existait, ben, j'ai pris tous les sprites et tout ça, et j'ai pas du tout eu à réfléchir à comment le jeu allait fonctionner. Donc ça, déjà, je pense que ça fait gagner énormément de temps, parce qu'il y a juste le côté code et un peu jouer avec pour voir comment ça fonctionnait, essayer de reproduire la même chose. C'est un peu dur de savoir combien de temps j'ai passé sur ça, parce que, parce que je le fais sur mon temps libre quand j'avais du temps, etc. En temps calendaire, je pense que ça s'est étalé sur 9 mois, peut-être un truc comme ça. En vrai, combien de temps j'aurais passé dessus si j'étais à temps plein? 3 semaines peut-être. En sachant que il y a toujours, c'est un peu la loi de Pareto, la règle du 80-20. Juste pour arriver à un truc qui fonctionnait avec la partie réseau et où je bougeais d'un côté, ça bougeait de l'autre. Ben, en vrai, en un week-end, c'était déjà le cas. Après, le plus long, c'est d'implémenter les différents mécanismes de jeu, tous les bonus, etc. Mais pour faire un truc vraiment basique, en, en 2 jours, c'est bon. Et après, c'est jusqu'où tu veux aller, quoi. Ok, ben merci.